Bonjour Philippe, Bonjour Monica, comment ça va aujourd'hui? ça va bien toi? Ça va. Alors, nos chers auditeurs et auditrices, nous venons avec de nouveaux sujets aujourd'hui. De quoi tu vas parler aujourd'hui Monica? Moi, je vais parler de la communication. Et toi? Moi je vais parler de la patience. On a besoin de patience. Oui, oui. Ouais. Podcast, 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 By the way, j'existe aussi. Comme je le disais, je vais parler de la communication. Ok. C'est quoi la communication selon toi, Philippe? La capacité, de base, c'est de parler avec juste les gens capables de communiquer. Tu peux faire ça par voix, tu peux faire ça aussi en morse. Il y a plusieurs manières de faire des langages. Le but, c'est la communication, c'est de transmettre un message. Transmettre un message, c'est ça qui est important. De nos jours, on communique de moins en moins avec nos parents, avec la famille. Chacun a son appareil, son téléphone, sa tablette. Donc, ce qui rend la communication difficile à la maison. Et dans certains cas, il y a pas de communication. C'est paradoxal qu'un appareil qui nous connecte autant nous individualise et nous sépare autant. C'est vrai ça. Donc, dans ce que j'ai noté, j'ai parlé qu'est-ce que le manque de communication emmène dans une famille. Donc déjà, le manque de communication emmène l'incompréhension. Ouais. Parce que des fois, on veut juste tous dire la même chose, mais le fait qu'on ne communique pas bien, ça fait qu'on se comprend pas, alors qu'on dit tous la même chose. On prend pas le temps de regarder puis comprendre le point de vue de l'autre. On prend pas le temps d'écouter ce que l'autre dit. D'accord. Donc, c'est ça. Ensuite, j'ai dit, la communication emmène aussi, crée une barrière dans la famille. Parce que vu que déjà, on ne communique pas, tout le monde dans sa chambre, sur ses écrans, sur son appareil, ça fait qu'il y a des choses qu'on peut vivre qu'on ne va pas aller dire à un membre de notre famille ou même dans la maison, on va pas aller dire non, il y a ça qui ne va pas parce que justement, on est toujours sur notre appareil. Donc, ça crée une barrière dans la famille. Ça fait que les jeunes ne partent plus voir leurs parents pour parler de ce qui se passe dans leur vie. Et c'est comme, même quand ils ressentent quelque chose de négatif, ils vont pas en parler. Vers où ils se tournent dans ce cas-là? Les réseaux sociaux. Ah, ok. Oui. Je pense que les réseaux sociaux, c'est vrai que ça nous permet de communiquer avec toute personne dans le monde, mais ça freine la communication au sein de la famille. Le fait d'être tout le temps connecté, ça freine vraiment la communication au sein de la famille. Et je ne suis pas un bon exemple pour ça, parce que je suis vraiment dans ce cas-là. Oui. Et c'est pour ça que je voulais en parler, parce que ça crée beaucoup de problèmes et je pense que on a tous besoin de communiquer, on a tous besoin de parler. Ouais. Et il faut créer peut-être, je veux dire, un environnement ou une routine qui fait que on va toujours pouvoir communiquer entre membres de la famille. Que tout le monde ne soit pas juste enfermé dans sa chambre, sur ses écrans, parce qu'il faut parler aussi. Parce que une famille, si on veut que tout aille bien avec les parents et les enfants, il faut communiquer. Quand je voulais surtout parler de la communication, le point essentiel dont je voulais parler, c'était la communication entre les parents et les adolescents. Okay. Parce que pendant l'adolescence, les jeunes vivent beaucoup de choses et la communication avec les parents devient plus difficile. Il y a aussi une construction de l'identité pour l'adolescent, fait que c'est pas toujours évident. Son but, c'est de juste se séparer de ses parents, de se construire lui-même. Oui, mais de se construire lui-même, mais tu sais, je comprends ton point de vue, mais quand je dis que c'est important, parce que le fait que le jeune veut se construire justement lui-même, le parent, il ne comprend pas forcément ça parce qu'il n'y a pas de communication, tu vois. Mais ils ont été des adolescents avant. Oui, mais sauf que les parents, c'est pas pareil. Je sais pas, mais les parents, j'ai l'impression que dès qu'ils passent le cap d'adolescence et qu'ils deviennent parents, ils oublient que eux, ils ont été adolescents, puis comme, tu vois, c'est... Qui disent qu'ils comprennent des choses à l'âge adulte qu'ils pouvaient pas comprendre quand ils étaient adolescents. Ouais, exactement. Comme les parents, ils ont pas la même vision que les adolescents. Donc, d'où pourquoi je dis la communication parents-adolescence, parce que comme tu l'as dit, pendant l'adolescence se construit. L'adolescent commence à bâtir sa personnalité qui va finalement le conduire à sa vie d'adulte, à comment il sera. Et donc, la communication est très importante avec les parents. On peut remarquer que dans beaucoup de familles, les adolescents et leurs parents ne s'entendent pas. Et cette phrase, même moi, je le disais, mais vous ne me comprenez pas. Mais pourquoi les parents ne comprennent pas les adolescents? Mais parce qu'on n'exprime pas ce qu'on ressent. Et pourquoi les parents ne comprennent pas les adolescents aussi? Parce qu'ils n'expliquent pas à leurs enfants ce qu'ils veulent. Donc, c'est là que la communication, elle devient très cruciale dans la famille. Il n'y a pas d'ouverture. Il n'y a pas d'ouverture. OK. Et toi, comment était la communication pendant ton adolescence avec tes parents? Est-ce que c'était fluide? Est-ce que c'était compliqué? C'était coup-ci, coup-ça. Non, c'était devenu vraiment absent. Là. C'était très difficile pour moi parce qu'il y avait plein de nouvelles choses qui arrivaient. À l'adolescence, on devient comme surchargé, autant au niveau émotionnel que psychologique, physiologique.
toutes les hormones, tout ce que tu ressens, l'école, la famille, les amis, etc. Toutes les activités parascolaires, tout se mélange, l'amour, les relations avec le prof, etc. Fait que c'est toutes des choses qui se mixent, qui se mélangent. En plus, il faut que tu découvres des nouveaux endroits, etc. Fait que c'est très surchargé, on dirait. Ça arrive tout en même temps, puis peu importe les époques, c'est toujours la même chose. C'est toujours un moment de surcharge, puis c'est là qu'on commence, j'ai l'impression, à faire le tri. Un petit peu entre comme, les informations qui sont importantes pour nous, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai pour nous, notre perception de la réalité, notre construction personnelle. Exactement. Et moi aussi, pendant mon adolescence, la communication avec mes parents, c'était pas top. Non? Comment ça? Pas du tout. Comme je le dis, je suis tout le temps dans ma chambre avec mon appareil, avec mon ordi, mon téléphone. Donc, ça fait que on communiquait pas souvent. Et j'avais toujours cette impression-là que, ma mère, elle me comprenait pas. Mais c'est plus tard, je veux dire, avec du recul, que je me rends compte que on a cette impression juste parce qu'on communique pas avec nos parents et parce que nos parents, ils ne parlent pas de ce qu'ils veulent vraiment, en fait. De ce qu'ils veulent et ce que nous aussi on veut, tu vois. Okay, c'est comme, oui, j'ai compris qu'on préfère en parler avec nos amis qu'on parler avec nos parents. Mais ce qu'on oublie, c'est que nos parents, ils ont vécu, enfin, pas forcément la même chose, mais ils ont vécu quand même des situations similaires aux nôtres. Oui, et qu'il y a des choses qu'on peut surpasser, dépasser, si on avait juste le courage d'aller les en parler. Est-ce que ça veut dire qu'on fait plus confiance à nos parents lorsqu'on est rendu adolescent? Je pense pas que ça soit plus le côté de confiance. Je pense juste que ça serait le côté de j'ai envie de gérer mes affaires tout seul et de montrer que je suis un adulte. De devenir plus autonome. Oui, mais alors qu'en vrai, on n'est pas encore des adultes et on a quand même besoin des conseils de nos parents. Oui, on a toujours besoin. Ouais, exactement. Même moi, je suis 25 ans puis j'ai encore besoin de mes parents parfois. C'est ça, donc c'est tellement important, et même pas juste communication parents-enfants, même la communication entre frères et sœurs. J'ai l'impression que surtout quand il y a des grands écarts d'âge entre le grand frère et la petite sœur, la grande sœur, le petit frère, même ça, la communication, ça devient compliqué entre les frères et sœurs parce qu'ils ont plus le même centre d'intérêt. Le grand frère, peut-être, lui, il a ses amis, la petite sœur, elle rentre dans sa période d'adolescent, ou l'inverse, d'adolescence, ou l'inverse. Ouais. Donc, ça fait que même entre frères et sœurs, il n'y a plus de communication. Tu vas voir des frères avant, ils étaient comme des meilleurs amis, ils faisaient tout ensemble, mais en grandissant, ça devient le silence total à la maison. Ouais. On se voit 1-2 fois, on se dit bonjour, comment ça va? Non, c'est ça. La routine et tout. Mais c'est tellement important de savoir communiquer avec les enfants et les enfants de savoir communiquer avec nos parents. Et de l'encourager aussi. Et d'encourager aussi, ouais. D'être ouvert, puis de montrer qu'on n'est pas là seulement pour dire qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, mais aussi être là pour répondre aux questionnements de l'adolescent, peu importe comment est-ce qu'il se sent, comment est-ce qu'il vit les choses. C'est important de pouvoir garder une ouverture, puis montrer aussi justement qu'on n'est pas... Qu'est-ce que j'aurais envie de dire? Qu'on n'est pas fermé, qu'on n'est pas... Qu'on n'est pas la réponse à tout, mais qu'on est un conseiller. C'est comme qu'on est ouvert c'est ça. On est là pour, en tant que parent, on est là pour aider les jeunes. On est là pour les aider à devenir grands. Là, à partir de l'adolescence, il y a une plus grande recherche d'autonomie, de ce que je comprends. Et comme, okay, là, il y a plus de laisser-aller. Il y a plus d'expérimentation personnelle qu'il a envie de faire. Je pense pas qu'on a besoin d'avoir peur que l'adolescent va plus jamais venir nous parler. C'est sûr qu'il va y avoir des questionnements. C'est sûr que si on voit des messages ou des actions qui traînent avec des gens qui sont peut-être pas bons pour lui, on peut lui demander au moins d'expliquer comment est-ce qu'il se sent par rapport à ces gens-là, sa perception aussi. Je pense aussi que tu as touché un bon point. Quand tu trouves que ton enfant fait quelque chose ou qu'il traîne avec des amis qui sont pas bien, il y a aussi une façon de parler. Parce que tu vas pas juste venir... je veux dire que beaucoup de parents, et c'est bien, je ne dis pas de l'éducation, c'est très bien, ils vont venir dans le sens que ils vont dire non, ce que tu fais, c'est pas bien, et tout et tout. Alors qu'ils ne demandent pas à l'enfant, comme tu as dit, de s'exprimer, mais pourquoi je traîne avec ces personnes-là? Qu'est-ce que ces personnes-là m'apportent? D'où je dis que la communication est tellement importante parce que si il y aurait cette communication, l'enfant aurait la facilité de venir t'expliquer pourquoi je traîne avec ces personnes-là. Et toi, en tant que parent, tu vas dire, ah ben regarde, je trouve que cet enfant, c'est comme ci, comme ça, c'est pas un bon ami. Et quand je parlais de barrières, c'est aussi de ça que je parlais. Il n'y a pas beaucoup de tolérance, il n'y a pas beaucoup de patience et de communication. C'est ça. Ça fait que quand tu ne comprends pas ton enfant ou que l'enfant, tu ne comprends pas ton parent, le jeune, tu vas plus vouloir aller parler à ton père. Et le père ou la mère, il va juste vouloir donner des ordres. Et que l'enfant fasse ce qu'il veut, mais ce qui n'est pas bien.
C'est ce que j'ai remarqué, parce que depuis l'enfance, depuis notre propre enfance, lorsqu'on a nos parents, ils sont habitués à établir les règles ou à établir le cadre. C'est comme ça, tu peux le faire, ça, tu peux pas le faire. Mais rendu à l'adolescence, il faut vraiment arriver à changer la perspective au fur et à mesure. On s'est habitué pendant 10-11 ans à dire ça, fais ça, pas ça, etc., puis à établir le cadre. Puis là, justement, il doit tester le cadre à partir de l'adolescence, ou peut-être même avant. Ouais. Et comme il commence à tester les limites, il commence à voir c'est quoi qui est vraiment vrai pour lui, il commence à se détacher, j'ai l'impression. Fait que c'est comme ça demande une plus grande élasticité, puis une plus grande tolérance, beaucoup de patience, on dirait aussi. Ouais. C'est vrai que ça prend de la patience aussi, passer par ces étapes, ça demande de la patience, que ce soit pour le parent, ça prend la patience pour pouvoir comprendre son jeune, comment il est devenu, parce que l'adolescence, c'est vraiment une période compliquée. Et aussi pour l'adolescent, ça le permet de voir comment ses parents réagissent aussi à certains actes, à certains comportements qu'il affiche. Donc, comme je le dis, vraiment, moi, c'est de ça que je voulais parler, de la communication. Je trouve que c'est très important, et je trouve que, pas que c'est banalisé, mais je trouve que c'est pris légèrement dans certaines familles, dans certaines situations, et que des fois, il y a juste des désagréments qui sont causés à cause du manque de communication. Alors, je sais pas comment ça se passe partout, dans les familles et tout, mais faut vraiment mettre un rythme où... Ce qui est très surprenant aussi, justement, parce que les enfants, par leur tentative de devenir plus indépendants, justement, ils te montrent que tu as fait le bon job. Maintenant, ils sont capables de commencer à s'occuper d'eux-mêmes, même de faire du babysitting du gardiennage pour les autres enfants, si c'est le plus âgé. Ils commencent à avoir de plus en plus d'autonomie. Si tu les montres à faire des tâches, ils commencent à être capables d'en faire. Au Japon, il y en a que les enfants, même déjà vers 7-8 ans, ils s'en vont dans le métro tout seuls, à l'école, puis ils s'en occupent, puis ils se font beaucoup aider par la société. Le cadre est différent, la culture est peut-être aussi différente, mais n'empêche, il y a une plus grande responsabilisation selon les pays, selon les cultures. C'est ça. La communication est importante et nous devons tous parler avec nos jeunes, et nous, les jeunes, nous devons parler avec nos parents parce que c'est très important, c'est crucial pour le développement de la société, même c'est crucial. Et c'est pas juste aux parents, à nos amis, même à l'école, vous devez communiquer avec vos profs, vous devez communiquer avec l'entourage. On doit communiquer avec tout le monde. C'est important parce que sans la communication, le monde deviendrait vraiment bizarre. C'est quelque chose que je trouvais intéressant aussi dans ce que tu disais tantôt, le fait que le téléphone nous sépare ou nous sépare beaucoup les uns des autres, qui nous empêche de communiquer. J'ai l'impression aussi que ça contribue pas beaucoup à la patience des gens. J'ai l'impression que ça réduit beaucoup le temps d'attention que les gens ont. Ouais. Comme les enfants des personnes qui créent les ordinateurs, Microsoft, Bill Gates, etc., Apple, même Elon Musk, tous ces enfants-là, en tout cas les parents, de ce qu'on a découvert, ils envoient leurs enfants à des écoles qui n'ont pas de téléphone, ou en tout cas qui acceptent pas les téléphones. Ou est-ce qu'ils utilisent le papier, les objets en bois, des écoles qui stimulent la créativité. Et ça, c'est quand même surprenant venant de gens qui ont créé ces objets-là puis qui veulent qu'on les utilise au quotidien. Oui, j'en avais entendu parler que même leurs enfants, ils ont des temps réduits pour utiliser leur téléphone et tout. Non, c'est ça, c'est limité. En Chine aussi, ils ont réduit le temps pour les jeux vidéo, je pense, à 1 ou 3 heures par jour maximum. Quelque chose que c'est pas toujours évident pour les jeunes et les adolescents. C'est comme si tu leur disais ça, je pense qu'il peut être un petit câble ou deux. Fait que c'est les écrans en général, on dirait qu'ils ont réduit notre patience. Mais avant ça, je pense qu'on peut même remonter à un petit peu faire l'histoire un peu de comment est-ce que notre temps d'attention puis notre patience a été un petit peu réduite au fur et à mesure du temps. Personnellement, moi, le temps de patience a réduit à cause des réels qui durent comme 1 seconde. des réels qui... Maintenant... Sur Instagram? Ouais, Instagram, TikTok. Les vidéos ne durent pas 1 minute. Oui, il y en a qui durent 1 minute, mais même ça, on trouve que c'est hyper long. On est habitué à quelque chose qui dure 30 secondes, quelque chose qui dure 15 secondes, qui nous explique tout. Est-ce qu'on maintenant, on veut que tout parte vite comme dans les réels aussi? Ben, d'un côté, quand même, ça encourage les médias puis la société à aller vers l'essentiel de l'information, à réduire le superflu, à laisser faire les intros, les outros, etc., de juste se concentrer sur le message qui est important. Des fois, la transmission d'informations, c'est une des choses qui est le plus important selon les contextes sociopolitiques, etc. Fait que ça peut être un bon point en tant que tel. Mais d'un autre côté aussi, ça nous permet plus de remettre les choses en contexte. Ça ne permet plus d'avoir comme une opinion bien fondée, souvent même
de ce qu'on a vu, apparemment, les gens ils commencent à juste, mettons pour une nouvelle sur un journal, les gens ils commencent à juste lire les titres puis ils se font une opinion à partir de ça. Ils lisent même plus l'article, il n'y a plus de lecture des sources, il n'y a plus de confirmation, il n'y a plus de recherche. En parlant des titres, je sais pas si tu l'as remarqué, mais je pense que même les journalistes l'ont remarqué. Du coup, dans les titres, ils essayent souvent de mettre quelque chose de clé, un mot-clé qui va attirer l'attention de la personne deux fois aussi. Ouais. Mais c'est comme, avec juste le titre, tu te fais l'opinion sur tout l'article sans lire même l'article. Ouais, ça va être un titre volontairement provocateur. Oui, c'est volontairement provocateur. Ça, je l'ai remarqué. Et j'ai même testé, je rentre dans un titre et du coup, je vais lire l'article, mais l'article n'a pas vraiment de rapport avec le titre. Non, pas forcément. C'est juste pour t'accrocher là, parce qu'on sait que ton temps d'attention est rendu tellement réduit que si ça t'accroche pas ou si ça te choque pas, tu seras pas intéressé. Exactement. C'est volontaire. C'est comme c'est une fine ligne à déterminer entre la provocation. Ça doit suffisamment te choquer pour t'attirer, mais pas complètement pour te révulser puis te dire comme, OK, ben, je vais pas du tout regarder ça, ça n'a pas l'air du tout fait pour moi. Fait que c'est une fine ligne à apprendre. Quelque chose qui s'est développé au fur du temps. Avant TikTok, on avait les vidéos YouTube, mais qui avaient déjà réduit par rapport aux choses d'avant. Avant ça, on avait les émissions de télé, qui, elles, duraient plus de grandes émissions, 30 minutes, etc. Les vidéos YouTube, c'est à peu près 15-20 minutes. Ça réduit à 10 minutes, etc. Avant la télé, on avait la radio, bonjour. Bonjour. Qui durait les émissions, des fois c'est toute la journée, etc. Mais tu écoutes dans ta voiture ou tu écoutes à la maison, etc. C'était des émissions plus d'une heure. C'est vraiment comme un bruit qui était en fond que tu peux te servir de. C'était des émissions encore plus longues. Avant ça, qu'est-ce qu'on avait encore? On avait les livres. L'art. Et l'art, ouais. Aussi, c'est toutes des manières de communication aussi. Comme t'es pas obligé forcément de communiquer seulement par la parole, mais tu peux aussi communiquer à travers la musique, à travers l'art, à travers la photographie. C'est tous des moyens de communication, en général. Ouais. Donc, si on remonte avec tout ça, au fur et à mesure, vraiment, notre temps d'attention a été réduit. Fait que, au début, avant même qu'on ait les livres, il fallait tout qu'on retienne par cœur. Les personnes qui avaient des mémoires d'éléphant, là, c'était des dieux, parce qu'ils étaient capables de retenir l'information. Quand on a finalement qu'on a réussi à inventer l'écriture, ben là, ça nous a permis de stocker de l'information. Ça nous a permis d'aller chercher qu'est-ce qui était important, d'aller rechercher l'essentiel. Au fur et à mesure, on a créé des livres. OK, là, on a commencé à élargir notre savoir, à le stocker aussi. On n'avait plus besoin de retenir en tant que tel autant d'informations, mais davantage comment rechercher l'information. Comment est-ce qu'on était capable de la rejoindre. Et ainsi, ça a évolué, jusqu'à maintenant, aujourd'hui, avec les intelligences artificielles, où est-ce que maintenant tu poses une question, puis avec les serveurs, tu as toute la réponse, rapidement, réduite. Il y en a, ils servent des intelligences artificielles, il y en a d'autres qui servent de TikTok parce qu'ils savent que c'est des vidéos courtes qui vont être synthétiques. En quelques secondes, ils vont t'expliquer visuellement et avec la musique pour que ce soit stimulant. Comment faire un tuto, une recette de cuisine, apprendre quelque chose, changer un pneu de voiture, etc. Fait que c'est toute une manière de rendre le savoir plus synthétique, mais aussi plus efficace. C'est quelque chose qui a été très recherché avec le capitalisme. Puis ça a tout contribué, j'ai l'impression, à réduire notre patience et notre temps d'attention. À cette heure, moi, quand je suis au volant, j'ai plus aucune patience. Je suis comme, ah oui, traverse! Puis plus vite que ça. C'est vrai. Faut que j'aille quelque part. C'est comme, faut sûrement que j'aille au dépanneur pour aller acheter du lait. Mais il faut que ce soit fait vite et efficacement parce que j'ai plus autant de patience qu'avant. Avant, les gens, ils prenaient plus de temps pour faire des road trips, pour profiter. La route était le voyage. On profitait du voyage. Le but, c'était pas la destination. Fait que c'est toutes des choses qui contribuent, j'ai l'impression, à la perte de patience qu'on a eu au fil des années. OK. Là, tu nous as donné un peu les éléments qui ont fait que notre patience soit réduite. Ouais. Mais est-ce que tu penses qu'on peut la récupérer? Est-ce que tu penses que c'est possible? Parce que là, on va se dire les termes, ça va pas s'améliorer. Les vidéos vont devenir encore plus courtes. Il y aura plus d'intelligence artificielle. Ouais. On pourra avoir des réponses en un claquement de doigts. Mais tu ne penses pas que ça va aller en s'empirant? Ça se peut que ça arrive en s'empirant. Mais pour comprendre un petit peu comment faire pour y arriver, il faut d'abord réussir à le définir. Je vous propose la petite définition. Fait que la patience, ce serait l'aptitude d'un individu à se maîtriser face à une attente, à rester calme dans une situation de tension, face à des difficultés ou encore la qualité de persévérance face au retard. On parle aussi de patience pour qualifier la tolérance à la provocation ou l'indulgence en cas de tension.
Le mot peut aussi signifier plus simplement le fait d'être capable d'attendre longtemps sans s'irriter ou s'ennuyer. Tout ça, c'est comme... Je pense que... Est-ce que pour toi, c'est assez clair? Ouais, c'est clair pour moi. Moi, qu'est-ce qui me touche particulièrement dans cette définition-là, c'est lorsqu'on parle de provocation, etc., c'est comme on a l'impression qu'il y a des choses qui nous enclenchent un petit peu, qui nous provoquent. Lorsqu'on est dans le milieu scolaire, on relie beaucoup la patience à la maturité, la capacité à ne pas se laisser provoquer par, c'est vrai, ça. par tes collègues de classe ou à la récré ou quand tu te fais provoquer au niveau physique ou au niveau psychologique, les choses qui peuvent te trigger. Fait que on considère que c'est beaucoup de la maturité d'être capable de retenir, de contrôler, entre guillemets, ses émotions, même si ça aide pas forcément à être plus sain dans nos vies de contrôler ça ou de pas laisser l'émotion s'avancer. Mais ça serait peut-être pour un autre sujet. Ouais, ok. Lorsqu'on arrive dans le domaine professionnel après, ben, c'est considéré comme justement agir avec professionnalisme, d'être capable d'être patient, de recevoir la critique, de pas réagir en tant que tel, d'être logique, de pas se laisser, entre guillemets, envahir par ses émotions, alors que c'est très sain et, en fait, humain de vivre ses émotions, et c'est très important. C'est quelque chose qu'il faut pas laisser passer. C'est pas parce que tu ne réagis pas, que t'as pas d'émotions, que tu mérites pas, que ton opinion ne mérite pas d'être mise en avant. Fait qu'on parle pas en tant que tel d'imposer ses limites et de ça. On parle de se faire respecter. On considère que c'est aussi en couple, on doit faire preuve de patience lorsqu'on a un conflit avec notre partenaire. On doit être capable de laisser passer le moment de frustration, le moment d'incompréhension. Au fur et à mesure, pour apprendre à être patient en couple, je me suis rendu compte de ça au fur et à mesure du temps. Le fait de parfois simplement attendre, d'essayer de communiquer, de pas lâcher l'affaire ou de pas essayer de se séparer ou d'aller dans une autre pièce ou de pas être d'accord juste parce qu'on a dit qu'est-ce qui était important pour nous. Puis on se rend compte que c'est pas du tout les mêmes choses. Si on prend le temps de communiquer avec la personne, de dire comme attends. Pour moi, qu'est-ce qui est important dans cette situation-là, c'est telle et telle chose. Mais l'autre, quand tu parles à ton partenaire, elle peut te dire comme non, moi c'est autre chose, totalement différent. Mettons, on va aller chercher de la crème glacée. Il y en a pour qui c'est important d'y aller vite. Il y en a un autre pour qui c'est important de juste s'habiller chic parce qu'ils en ont envie, parce qu'ils ont envie de se sentir belle. C'est pas deux choses qui sont intimement liées. Il y en a un qui peut croire que c'est opposé, mais en fait, c'est quelque chose que... C'est des valeurs, puis c'est des choses qui sont importantes différemment. Je sais pas si tu comprends. Oui, je comprends. Mais j'ai l'impression aussi que la patience, ça dépend des situations. C'est par exemple, tu as pris l'exemple de quand tu es en couple. Moi, quand je suis en couple, je peux dire que je suis une personne de très patiente. Mais dans le reste, je suis pas patiente. Oui, sincèrement, je suis pas patiente dans le reste. En fait, ça dépend des situations de la situation dans laquelle je me trouve pour être patiente ou pas. Il y a des situations où je suis pas du tout patiente, tout comme il y a des situations où j'ai appris à être patiente. Comme je te comprends totalement dans ce que tu voulais dire, mais faut pas être patient tout le temps aussi. Non, c'est ça justement. C'est important d'apprendre à être capable de s'en servir. La patience, c'est pas censé être une fin, c'est censé t'aider à aller vers la suite. Et comme à être patient lorsque tu es en couple, lorsque tu es en train d'avoir un conflit avec l'autre. En fait, dans n'importe quel conflit, nos relations, avec un ami, avec un collègue, etc. C'est d'avoir la patience de comprendre le point de vue, de se mettre à la place de l'autre, de laisser son ego de côté et de pouvoir s'ouvrir. Puis souvent, au fur et à mesure du temps, tu vas te rendre compte que ça va être de plus en plus facile, parce que tu vas te rendre compte que souvent, qu'est-ce qui est important pour l'autre, c'est pas la même chose que toi, ou ce sera pas, vous n'auriez pas les mêmes choses qui sont importantes. Il y a beaucoup de conflits que c'est justement un manque de communication. Et d'exprimer qu'est-ce qui est important pour soi. C'est là que tu peux voir c'est quoi qui est différent. Des petits outils aussi qui peuvent aider à améliorer sa patience ou à être de plus en plus patient, à augmenter son temps d'attention. Et c'est d'apprécier davantage le processus. C'est de pas chercher à arriver à la destination forcément le plus vite possible, mais d'apprécier le voyage. Je vais te donner aussi quelques citations un petit peu à propos de ça. Tout vient à point qui sait attendre, de Clément Marot. Tu avais déjà entendu ça. Oui. La patience est mère de vertu. C'est un proverbe philosophique, vraiment très répandu. Mais c'est justement, c'est d'être capable... la patience va t'aider à être plus sage, entre guillemets, au fur et à mesure dans ta vie. Et attendre et voir venir, de Daniel Defoe. Ça, je connaissais pas. Non? Attendre et voir venir. C'est d'utiliser la patience, surtout dans un contexte de stratégie. C'est comme, on va attendre puis on va voir venir. C'est comme on va régler le problème quand il va arriver. On va pas trop essayer d'anticiper. Le but aussi, c'est d'être dans le moment présent un petit peu. C'est justement
c'est ça, de lâcher l'appréhension, d'être capable de rester, d'être dans le moment présent un petit peu, s'amuser dans le processus. Au lieu de commander Uber Eats, tu peux cuisiner toi-même. Oui. Ça peut même être des repas. Moi, l'autre jour, j'ai fait, je voulais commander du boustan, puis finalement, j'ai fait une recette libanaise moi-même. Oh, une petite version végane. Oui. Puis j'ai beaucoup aimé ça. C'était plus simple pour moi, puis j'ai beaucoup aimé le processus. Même Uber Eats nous aide pas à être patient. Non. Hein? Parce que oui, c'est qu'on peut cuisiner chez nous pendant quelques heures et nous livre en quelques minutes. Ouais, c'est ça. C'est comme le temps que tu passerais à cuisiner, ce serait peut-être 2-3 fois plus longtemps que de simplement commander. Par contre, ça coûte beaucoup moins cher de cuisiner. Oui, exact. De voyager aussi, c'est facile de vouloir aller en Grèce parce que je vais aller dans les eaux turquoises. Mais tu peux aussi aller en Ontario. Puis ça va durer à peu près le même, peut-être un peu moins de temps. Ça va être en voiture, ça va devenir beaucoup moins polluant. Puis tu vas quand même avoir de l'eau turquoise aussi. Fait que c'est d'apprendre à apprécier les processus, à retourner faire des petits voyages en voiture et de changer un petit peu sa perception. Lorsque tu fais le ménage, d'apprécier de faire le ménage. Lorsque tu coupes tes aliments, d'essayer d'être dans le moment. Les gens ils comparent ça aussi beaucoup à la méditation, d'être dans le moment, de se mettre de la musique, et juste de se concentrer pleinement sur la simple action de couper ses légumes, de manger, mastiquer, prendre le temps de mastiquer. Ça aide beaucoup à apprécier beaucoup plus le repas. Ça t'aide à moins avoir besoin de manger. Est-ce que ça va t'aider à prendre plus de temps au niveau de la digestion, etc. Mais il y a plein d'exemples comme ça qui peuvent t'aider. Toi, est-ce que tu as d'autres exemples qui t'aident à augmenter ta patience? Tu as à peu près tout cité. Vraiment, c'est apprendre à apprécier le moment présent. Donc, apprendre à apprécier tout ce qu'on fait et ne pas le faire vite juste pour finir et pour passer à autre chose. Est-ce que ça s'applique à la musique aussi? Dans quel sens ça s'applique à la musique? C'est comme prendre le temps d'apprécier la musique que tu écoutes. Oui, en fait, c'est dans les deux sens. Pour un artiste et pour nous qui écoutons aussi, on doit apprendre à écouter les paroles qui se disent, de comprendre le sens et ne pas juste écouter pour écouter la musique. Et pour les artistes aussi, ils doivent apprendre à appréhender l'instrumental, apprendre à utiliser des vrais instruments aussi parfois au lieu de juste des instruments synthétiques. Maintenant, il y a eu quasiment, je pense, à la totalité des instruments ont été déjà enregistrés, mais c'est comme tu peux redécouvrir, tu peux essayer de créer aussi des nouveaux sons. Sur Instagram, j'arrête pas de voir des nouvelles manières d'utiliser une guitare. Il y en a qui tapent les cordes au lieu de vraiment l'utiliser. Puis ça crée des nouveaux sons. Puis ça donne beaucoup plus de percussion à la guitare. Étonnamment. Fait que c'est plein de nouvelles utilisations de faire, d'être créatif, de pas hésiter aussi à s'ennuyer. Ouais. S'ennuyer, on a tendance que c'est difficile, c'est pas le fun, c'est pas agréable, mais l'ennui, c'est qu'est-ce qui booste la créativité. C'est ça qui te permet d'être créatif. C'est vrai, ça. Quand tu t'ennuies, c'est là que tu as de l'inspiration. C'est là que, oui, c'est vrai. Lorsque tu es dans la douche ou dans ton bain, là, que tu peux pas avoir ton téléphone, parce que ton téléphone, sa première fonction, c'est de supprimer l'ennui. Sauf que lorsque tu supprimes l'ennui, tu peux pas devenir plus créatif. Tu peux pas parce que ton cerveau, il va être occupé à traiter l'information que tu regardes sur ton téléphone. Fait que c'est sûr que ça va pas forcément aider. Fait que si à un moment donné, tu es en panne de créativité, peut-être qu'il faut essayer de lâcher le téléphone. Ouais, ça c'est vrai. Le mettre dans un bureau, le fermer à clé ou quelque chose. Je pense qu'il y a même des boîtes où est-ce que tu peux mettre un code pendant un certain temps, puis peu importe ce que tu fais, mettons tu le mets pendant 8 heures de temps, tu peux pas ouvrir la boîte. 8 heures de temps sur mon téléphone, c'est trop. T'as juste à dire que tu le fais pendant que tu dors. Ah oui, j'ai lâché 8 heures pendant mon téléphone. Ah oui, pendant que je dors, ça va. Ah là, c'est plus facile. Hein? Ouais. Fait que c'est un petit peu tout ça qu'on trouve important de vous dire. Puis là, justement, prendre le temps d'apprécier la vie, le quotidien, les amis, la famille. Votre équipe radio aussi, c'est très important. Ouais. Et communiquer avec tout le monde, communiquer avec vos familles, vos parents, communiquer avec vos amis, communiquer avec tout le monde. D'avoir la patience de communiquer, et de se comprendre l'autre. De chercher à comprendre l'autre, de se mettre à la place de l'autre. C'est pas facile, mais c'est la première fois qui est le plus difficile. C'est au fur et à mesure, à force de répéter les actions, que ça va devenir de plus en plus facile. Et que ça va vous aider au fur et à mesure de votre vie. Ouais. Merci Philippe. Merci beaucoup Monica. Bonne journée à toi. Bonne journée à toi aussi. Bye. Abonnez-vous à notre page pour suivre de nouveaux contenus et pour soutenir notre communauté.